Crise du carburant, pénurie d'électricité, une économie au ralenti, des écoles et universités qui suspendent leurs cours et des habitants fatigués. Voilà à quoi ressemble Bamako aujourd'hui, paralysé par le blocus des djihadistes du JNIM qui empêche par différents moyens l'arrivée d'hydrocarbures dans la capitale malienne. C'est notre sujet de ce mardi dans votre nouvelle rubrique, le Focus Sahel+. Focus Sahel+. Et avec moi en studio, Eric Topona, bonsoir. Oui, bonsoir Marco. Bob Barry, bonsoir. De la rédaction DW Afrique. Alors, avant d'entrer dans la matière, je vous propose, messieurs, de d'abord planter le décor. S'il fallait un signe supplémentaire que Bamako se trouve aujourd'hui dans une situation très précaire, toute une série de pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le Mali. Parmi ces pays, il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Espagne, l'Italie, tout comme l'Allemagne. Et voilà comment Berlin justifie cette décision. C'est le porte-parole de la diplomatie allemande qu'on écoute, Martin Giese. Nous recommandons à nos ressortissants d'utiliser les vols commerciaux au départ de Bamako pour quitter le pays. Nous déconseillons de quitter le pays par voie terrestre car les routes nationales sont actuellement la cible d'attaques de groupes terroristes. D'une manière générale, je peux dire que la situation sécuritaire au Mali est très tendue dans tout le pays. Il existe un groupe terroriste proche d'Al-Qaïda, le JNIM, qui est actif dans le nord, le centre et de plus en plus dans le sud du pays. À cela s'ajoutent des combattants qui se considèrent comme faisant partie de l'État islamique. Divers groupes armés Touaregs sont également actifs dans le nord du Mali. De plus, et c'est là une aggravation récente, la situation en matière d'approvisionnement est de plus en plus critique, en particulier pour le carburant. Martin Giese qui répondait à une question de notre collègue Christina Gerhäuser lors d'une conférence de presse du gouvernement à Berlin. Alors je me tourne vers vous, messieurs, peut-être vous, Bob Barry, pour commencer. Le terrain diplomatique entre l'Allemagne et le pouvoir militaire à Bamako est pour le moins glissant, ce terrain. Et cela ne date pas seulement d'hier. Non, pas du tout. D'abord, Marco Volter, il est important de rappeler ici que l'Allemagne fait partie des premiers pays occidentaux, si ce n'est d'ailleurs le premier à reconnaître l'indépendance du Mali au lendemain de l'accession de ce pays à la souveraineté internationale. C'était en 1960, mais avec l'instabilité politique, vous le disiez, marquée notamment par 2 coups d'État militaires en 2020 et 2021 et le retrait des forces internationales, dont l'Allemagne qui était donc présente sur le terrain dans le cadre donc de la MINUSMA. La MINUSMA, c'est la mission onusienne pour la stabilisation du Mali. On peut dire que les relations diplomatiques entre Berlin et Bamako se sont donc fortement dégradées. Malgré tout, Berlin a quand même continué à apporter son aide aux populations locales à travers notamment certains projets d'aide au développement. Il faut toutefois dire aussi que la fin de la coopération anti-terroriste a affaibli beaucoup la lutte contre les groupes djihadistes au Mali et dans le Sahel. On va en parler dans un instant, oui. Et parmi les points de friction maintenant entre l'Allemagne et le Mali, il y a le prolongement sans fin de la transition militaire, la suspension des partis politiques et la restriction surtout des libertés fondamentales dans ce pays-là. Bref, la relation entre Berlin et Bamako n'est pas rompue, mais elle est en pleine mutation. Je me tourne vers vous, Eric. Vous avez contacté des sources sur place à Bamako. Alors, qu'est-ce qui se dit dans la capitale malienne, du moins, de ceux que vous avez pu recueillir? Eh bien, plusieurs sources que la DW a jointes à Bamako ont fait part de leurs craintes leur crainte et peur au lendemain, leur peur et leur crainte donc du lendemain, car ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Les autorités militaires de la transition leur conseillent d'ailleurs de limiter au maximum leur mobilité. Un appel qui a été diversement accueilli à Bamako, surtout que beaucoup d'habitants que nous avons joints gagnent leur vie grâce au petit commerce. Limiter donc leur mobilité reviendrait à leur couper les vivres et donc c'est ce que ne veulent pas certains d'entre eux qui se sont confiés à nous. Et on a donc joint également un autre habitant dans un quartier de Bamako. Il nous a dit que les populations vivant dans les zones sous l'emprise du JNIM, le JNIM, le groupe djihadiste qui opère donc le blocus aux environs de la capitale tchadienne, selon donc cet habitant d'un quartier de Bamako, eh bien les populations qui vivent dans les zones occupées ou bien sous l'emprise du JNIM n'ont pas
pas le choix que de coopérer avec ces djihadistes, et l'État étant absent pour leur propre sécurité, ils ont donc opté pour la résignation, sans oublier qu'une frange de ces populations considère les djihadistes comme des sauveurs face aux insuffisances ou de l'absence de pouvoir central. Alors il y a une expression qui circule largement lorsqu'on cherche à comprendre la tactique du JNIM, c'est l'idée du djihad économique. En somme, on asphyxie l'économie locale, on assèche les ressources de l'État, on fait peur aux investisseurs, à la fin on délégitime le pouvoir en place, on fait tomber le pouvoir, disons, de l'intérieur. Alors est-ce que c'est cela que pratique le JNIM? Encore vous, Éric Topona, peut-être, vous avez discuté des ambitions du JNIM avec vos invités dans l'émission Arbre à Palabre récemment. Tout à fait, Marco Voltaire. Dans une récente édition du débat Arbre à Palabre, j'ai effectivement évoqué cette actualité avec mes invités. Le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, le JNIM, multiplie ces derniers temps les assauts contre plusieurs infrastructures industrielles dans le centre et l'ouest du Mali. La région de Caille, à la frontière avec le Sénégal, est particulièrement visée. Les djihadistes ont changé de stratégie. Le JNIM a imposé, vous le disiez, donc un blocus, un embargo sur les produits pétroliers. Les djihadistes attaquent et incendient les camions citernes. C'est l'une des tactiques. Voilà, la nouvelle tactique. Donc ils incendient ces camions citernes qui ravitaillent Bamako en essence. Et bien conséquence, une grave pénurie de carburant frappe la capitale malienne. C'est donc l'un des résultats d'ailleurs visibles du djihad économique lancé par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ouais, visible avec ces images de longues files d'attente devant les stations-service et l'agacement évidemment qu'on comprend des personnes à Bamako. Bob Barry, ce djihad économique, en plus, maintenant, il peut compter sur une énorme rentrée d'argent. Oui, en tout cas, si on observe le mode opératoire, l'opération de libération, par exemple, d'otages la plus récente a eu lieu le 23 septembre 2025. 3 ressortissants étrangers, 2 Émiratis et un Iranien ont été relevés à proximité de Bamako par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et après plus de mois de tractation, les otages ont été libérés, certes, le 29 octobre à Gao, dans le nord du Mali, contre le paiement d'une rançon, tenez-vous bien, estimée entre 50 et 70 millions de dollars. Et cette opération également a débouché sur un échange de prisonniers avec la libération de dizaines de djihadistes contre des soldats maliens capturés. Et donc cet argent versé constitue une injection, Bob, considérable de ressources. On le comprend dans les caisses du JNIM. Alors maintenant, je vous propose de raisonner au niveau de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, les militaires au pouvoir, on ajoute le Burkina, le Niger, donc au Mali, ont pris le pouvoir avec la promesse notamment de venir à bout des groupes armés, de venir à bout du terrorisme. Aujourd'hui, avec ce qu'on voit à Bamako, mais aussi les niveaux de violence atteints dans les autres pays de l'AES, il est quand même, Éric, je me tourne vers vous, il est quand même difficile de ne pas parler là d'un échec des militaires, non? Oui, il s'agit clairement là d'un échec des militaires au pouvoir dans ces 3 pays implicités, Mali, Burkina Faso et Niger, puisque vous le rappeliez, ils ont entre autres justifié leur coup d'État par la détérioration de la situation sécuritaire dans leurs pays respectifs. Or, selon l'ACLED, l'Armed Conflict Location and Event Data, une organisation qui recense tous les conflits et événements violents dans le monde, eh bien, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont triplé au cours de ces dernières années. Ont triplé dans le Sahel entre 2019 et 2024, soit 28 000 en presque 6 ans, selon toujours ACLED. Pourtant, les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, réunis au sein donc de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ont également annoncé leur volonté de créer une force armée commune de 5 000 hommes pour lutter justement contre le djihadisme dans leurs pays respectifs. L'initiative vise selon eux à renforcer leur coopération militaire et d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette force, on le sait, Marco, n'a jamais vu le jour, du moins pour l'heure. Éric Topona, merci beaucoup.
Bob Barry, c'est le Focus Sahel Plus de ce mardi qui se termine sur ces mots. Merci beaucoup, un Focus Sahel Plus à retrouver évidemment en ligne, à réécouter, à revoir, puisque encore une fois tout ça est filmé. Et on arrive également au terme de ce journal. Nouvelle formule, on espère que vous serez des nôtres pour cette nouvelle formule qui ne change pas, puisque vous pouvez toujours encore nous retrouver sur les réseaux sociaux.